assister à cette belle cérémonie qui va voir installer sur les fonds baptismaux du rire le 3e almanach des grosses têtes. Voici vos grosses têtes. Plus porté sur l'Alexandra que sur l'Alexandrin et sur la Chopine que sur Chopin, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Cet été, il a loué sa forêt de glands au cinéaste Marc Dorcel. Jacques Peyto. Bonjour. Alors que tous les autres boivent le bouillon, il continue à écumer la province. Bernard Mabille. Bonjour. Sa devise est « Honni soit qui ne pense pas au mal ». Chantal Latsou. Sa vie se divise en 2 grandes périodes, avant la télé-réalité et after chèvre, Pierre Bellemare. Bravo. Bonjour. Alors, j'ai entre les mains notre nouveau-né qui, la Bible. Il pèse plus du kilo. Ah oui, dis donc. C'est fait sur du gros papier. On peut pas prendre l'avion avec. Ah oui, il pèse C'est bien. pour rester sur la table de nuit, ça c'est quand même sympa. Non, mais je signale qu'il est comme le précédent, avec une belle couverture rouge. Ah non. Là, excusez-moi, la couverture, non, là, je supporte pas. Là. Bellemare ne s'aime pas. Ah non, non, mais non, il y a quelques personnages de mes camarades qui sont représentés. Déjà, ce sont des pions, ce qui est quand même très désagréable. Bon. Alors, il y a Maillot qui est un pion, hein. Il y a mon camarade là-bas en face, hein, qui est un pion. Il y a Amanda qui est un pion. Enfin, donc, tout le monde est un pion. Et puis alors, moi, non, mais attendez, je suis représenté sur cette couverture et je suis en train de me répandre sur le sol parce que j'ai loupé le cerceau que me tient le dompteur. N'est-ce pas, On a l'impression qu'en dessous de toi, il y a une flaque. Oh non, et en plus de ça, j'ai peut-être fait pipi d'émotion. Vu mon grand âge, ce qui est normal. Bon, tu sais pourquoi le cerceau représente la gare de Libourne. Je fais voir au public révolté, j'espère. Révoltez-vous, s'il vous plaît. Non, t'es bien là-dessus, moi. Non. Si, t'es égal à toi-même. Alors, je vous propose... Ne sois pas jalouse parce que tu y es pas. C'est vrai, moi je sais pas. Mais c'est peut-être moi la blonde là, non, c'est moi. Je trouve c'est Amanda, que Philippe Chevalier fait un peu demeuré, là. Pourquoi? Ah oui, on lui a un peu demeuré. Hein. Oui, le plus distingué c'est apparemment le ravi de la crèche, comme on dit. Alors, je voudrais signaler que tout à l'heure, on vous renseignera en détail sur ce que vous trouverez dans cet almanach et qu'il y a à la fois des choses que vous avez peut-être entendues et que vous aurez plaisir à retrouver sous la forme écrite, et puis du nouveau, parce qu'on ne dit pas tout à la radio, il y a des choses qu'on ne peut confier qu'à un almanach. Et puis alors tout de suite l'actualité. Alors l'actualité aujourd'hui c'est Fillon et Sarkozy qui alors bon ils sont préoccupés par la retraite mais pas seulement par celle des Français, par la leur. Alors il y a Fillon qui dit à Sarkozy: je suis prêt à travailler plus longtemps mais je veux dénoncer la pénibilité de mon boulot. C'est dur, hein, c'est normal. À valeur de couleuvre, c'est pas un métier facile. Vous vous rendez compte? Alors non seulement ça pique pas, mais quand même. Non seulement il avale des couleuvres, mais il mange son chapeau. Sans arrêt. Mais c'est bon la feutrine. Hein. Et puis alors il y a Fillon recyclable parce que bon, quand il aura quitté l'hôtel Matignon, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'on va en faire? Alors là, Charlie Hebdo il a eu une idée pour faire du Fillon recyclable. Il y a une brave femme qui a racheté les sourcils du Premier ministre et qui habille son gosse pour l'hiver. C'était un peu exagéré. Sinon, il ferait un très bon garagiste. T'as passionné de voiture? Fillon, il est formidable. Ah non, il est un mécanicien. Attends, il n'est pas parti. Metteur au point. Il n'est pas parti. Non, il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Non. Ça pourrait être le dernier coup de théâtre. Ça, c'est dommage s'il n'est pas parti parce que c'est un coup à ce que Borloo se remette à boire. Ah oui, ça c'est embêtant, c'est vrai. Ah ça, venant de toi, c'est déplacé, Jean-Jacques. Je te remercie. Il y a une certaine fraternité. Alors un dessin sur Kerviel, évidemment. Le pauvre. Alors c'est très simple d'ailleurs. Il y a un titre: la Société Générale ne réclamera
pas finalement les 4 milliards 900 millions à Kerviel, et on lui fait dire, ça s'appelle un geste commerçant. Ce qui est vrai, c'est un abandon de créance, Ouais, quoi. ouais. Hein. Ils sont gentils, la Société Générale. Oui. C'est une société généreuse, d'ailleurs. Et puis la vente aux enchères des fossiles de dinosaures. Ah oui. Ah oui, c'est la grande mode. Hein. Ça n'a aucun rapport avec Fillon, les saucisses. Non. C'est pas ceux de... Comment il s'appelle là, Emmanueli, qui a des sourcils épouvantables. Mais Philippe, j'ai reçu un catalogue. Je vous savez que je m'intéresse aux objets d'art populaire. Et donc, je reçois pas mal de catalogues. Bon, de il va vente. nous faire chier, je vais me passer. Non, attends. J'ai reçu un catalogue où il n'y a que des hameçons. C'est pas vrai. Ce monsieur vend sa collection. T'avais raison, Jean-Jacques. Sa collection d'hameçons. Alors, je m'attendais à voir des hameçons tout bêtes, Ouais. ce qu'on voit au bout des Bien lignes sûr. en général. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des gens qui fabriquent des hameçons en tu le bois, savais pas, en ça ivoire. Bien sûr. Mais tu le savais pas? Non, Si, bah, les non. gros En tout hameçons, cas, des il a déjà plumes. pris De un gros... merveilleux hameçons pour des poissons inconnus de Il a nous, déjà d'ailleurs. pris un gros poisson qui s'appelle Belmar. Ouais. Oui, non, mais j'ai été frappé qu'il y ait une vente uniquement d'hameçons. pourquoi pas? Bah oui. Et alors, on comprend que t'aies raté le cerceau. Bah, on dit pas, ah non, mais ça va, hein. Alors il y a un N'insiste dessin où pas, Maillot, parce que je vais me révolter, mais avec la main en avant, hein. il y a un dessin où on fait parler de dinosaures. Oui. Alors il y en a un qui dit à l'autre quand on aura inventé le feu, on fera très bien sur la cheminée. C'est vrai que ça se ferait une jolie garniture. Et que répond Pierre Bellemare? Alors aujourd'hui, c'est la Saint-Hollande. Ah oui. Il y a une partie du numéro de gala qui lui est consacrée avec celle dont il dit qu'elle est la femme de sa vie. J'ai vu ça Ce sur qui n'est pas Internet. d'ailleurs gentil pour la mère de ses 5 enfants. Mais elle est pas mal, vous avez vu. Alors attendez, c'est Ségolène très gentille. en mieux, en plus souriant, en plus jeune. Très gentil. Bon, mais elle est belle, Ségolène. Elle est jolie, cette fille. Arrêtez. Non, non, Si, non. elle est belle, Ségolène. Non, je parle de la nouvelle, moi. Ah, nouvelle. en plus. On peut voir. En plus, elle a un bon métier, elle est journaliste. Oui. S'il échoue dans la politique, elle pourra faire bouillir la marmite. Bah oui. elle l'a Alors, fait. il a dit des choses qui sont quand même un peu charmant. contradictoires. Faites-moi Il passer dit la photo. on cherche pas la lumière, mais on cherche pas l'ombre non Non plus. plus, oui. Et là, d'ailleurs, ils sont bien éclairés. Il a dit on n'est pas exhibitionniste, mais les Français ont le droit de savoir davantage sur la vie privée de ceux qui aspirent à les diriger. Et après, il a ajouté mais les Français ne vont pas élire un couple. Alors, La seule, vous savez, la seule là. qui aspire à nous diriger, c'est Rachida Dati. Et alors, il a dit qu'il pense pas particulièrement au mariage. C'est dommage marrant, parce les journalistes. que... Oui, tout Les ça hommes se politiques, ils précise finissent parce toujours avec, qu'il y a une semaine, on avait le droit au bonhomme de Martine Aubry. Oui. Maintenant, ouais. la bonne femme Ouais. d'Hollande. Mais il Ouais. paraît qu'il a arrêté de manger du chocolat, alors le visage s'est amaigri, vous avez vu? Le visage s'est allongé. Ah non, mais il n'a pas que le visage, il a une cure d'amaigrissement général. Hein, parce Ah bon? que- Ouais, ouais, non, Quand mais on aura les beaucoup bonnes plus femmes de mince. DSK, il faudra 3 magazines. Beaucoup plus mince. Ah oui, oui. non, on peut dire que le nouveau Hollande est arrivé. Hein. Ah, moi je trouve, il est beau. Il est beau. Mais il est c'est beau. faire mettre des cheveux, non? Oui, il s'est fait recolorer les cheveux. Recolorer, oui. Ouais, il Je sais s'est pas, fait on a l'impression recolorer. qu'il y en a plus. Ouais. Tu peux prendre des renseignements là-bas si ça t'intéresse. Alors, Avec les hameçons. Il est venimeux. Il est venimeux, notre Retourne Pierre. voir tes chèvres. Ah, Quand t'auras écrasé beaucoup de monde avec ta grosse automobile, hein. alors, naturellement, c'est une belle occasion de rappeler tous les couples qui se sont formés au soir d'un congrès politique entre un leader, un ministre et puis les journalistes femmes spécialisées. Il y en a vraiment une tripotée. Ah, il y en a, oui. Si je dis tripotée, enfin, c'est Ouais, peut-être- ouais, Non, c'est une expression. Vous n'avez pas vu à mal. Natacha. Ah bah, Ah, j'aimerais bien la voir. Natacha a mal, mais ça dépend de la position aussi. Il y a Philippe Bouvard et Ménie Grégoire. Et il y a Bernard Mabille avec Arlette Chabot. Ils font des mots croisés tous les deux. On va faire encore mes chèvres, hein. Au stade où j'en suis, ça pourrait bien arriver. Ouais. Alors, François Hollande présente la femme de sa vie, la nouvelle femme de sa vie. C'est quoi son petit nom? Et Michel Alliot-Marie présente la nouvelle garde à vue. Alors, c'est vraiment humanisé, puisque la première question de l'interrogatoire sera
champagne ou whisky. C'est-à-dire qu'on offrira un petit verre au départ. Il y aura l'avocat en robe, ce qui féminisera un petit peu le décor. Ensuite, il y aura un bon déjeuner aux frais de l'administration. Bien sûr, oui. Le soir, il y aura un petit dîner. Peut-être qu'on renoncera à la cellule pour avoir une chambre dans un hôtel voisin. Enfin, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus agréable. Et elle veut supprimer les cellules de dégrisement. Vous avez entendu ça? Oui. Ah oui. Ouais. Alors, on me dit, mais comment vont faire les gens pour rentrer en voiture? On dit non, ils appelleront un taxi. Alors, si tu te fais piquer dans la Lozère, et si tu habites à Marseille, ça va te coûter quand même une fortune. Je voudrais rentrer chez moi. Moi, je m'étais fait serrer, mais j'avais pissé dans le hall d'un commissariat. Je me rappelle, oui. Ah oui. Et bon, ils me foutent dans le machin, puis au bout d'une heure, on me dit, bon, vous pouvez rentrer. Je dis, oui, mais attendez, c'était Avenue du Maine, l'hôtel de police du 14e, là-bas. Il est bien, celui-là. Ah oui, À côté j'en ai de fait, chez il est très bien, celui-là. Et Tu sortais de chez Et FO. je sors, il y a le comptoir, et je tape sur le comptoir, là, et je dis, j'aurais un taxi. L'autre, avec un air méchant, fait, c'est pas un hôtel ici, vous démerdez. Vachement gentil, les mecs. Oui. Bon, déjà, on vous héberge au lieu de vous remettre à la rue. Moi, je trouve Mais qu'ils quelle idée d'aller sont pisser très dans un gentils. commissariat de police? Mais j'avais pas fait gaffe, j'avais envie de pisser, c'était une porte cochère. Je pisse, hop, il y a 2 schtroumpfs qui me sautent dessus, c'était rentré du machin. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ces conneries-là. Hein. Et ils t'ont mis les menottes sur quoi? Mais attaché au banc. Ah, pas sur la zigounette, quand même. Ah, j'ai passé 1 heure avec la pogne comme ça. Ah, c'est pas marrant, ça, c'est pas sympa, ça. Vous avez déjà été interpellés les uns et les autres Ouais, moi j'étais en garde à vue cet été, oui. Ah bon? Oui, parce que j'avais quitté une boîte de nuit, je trouvais plus mes camarades qui étaient partis fumer. J'avais un petit peu vu, parce que, bon, j'avoue. Bon, et je suis parti de la boîte de nuit et je me suis baladé, j'ai pris la route de Bordeaux au lieu d'aller chez moi, si vous voulez. Donc je me suis fait ramasser par la police. En voiture? Ils ont été charmants avec moi, vraiment. rien du tout. Je ne savais plus où j'habitais, j'avais plus l'adresse, ni Mais rien du t'étais en tout. voiture? Qu'est-ce qu'elle devait J'étais à pied. J'étais à pied, d'abord les encombrants. T'as pris la voulaient me route de ramener. Bordeaux à pied de Oui, Paris? du Cap Ferré. Elle avait 5 grammes dans chaque poche. Oh, dis donc, Et alors on m'a dit, est-ce que vous avez une adresse? J'ai dit, je ne sais pas où j'habite. Alors on a fait tout le tour. On s'est amusé vraiment avec ces gendarmes, ils étaient adorables. Et après ils m'ont dit, il y a quelqu'un qu'on peut appeler? J'ai dit, oui, bon mari. Alors comme je ne me souvenais plus du tout du numéro, j'ai dit n'importe quel numéro. T'as dit, c'est Il l'autre qui s'appelle fume. comment? J'ai dit Michel. Alors le gendarme a téléphoné, allô? Michel? Oh pardon, excusez-moi. Donc il a réveillé quelqu'un à 5h du matin quand même. Ah oui, t'étais bien Mais il entamé. était où ton Bien, mari? Toi, bien. t'étais bourré, lui, il fumait des pétards sur le parking? J'ai marché. Et quand je suis arrivé, tout le monde dormait à la maison. J'ai fait une scène, j'ai tout cassé. Ils ont rappelé les flics, je suis reparti. Ouais, enfin, ça fait des bonnes vacances, hein? Oui, j'ai des souvenirs énormes. Monsieur Mabille, arrêtez de temps en temps? Une fois, dans mon village. Oui. Je me suis retrouvé à la gendarmerie avec des gendarmes avec qui je buvais le pot régulièrement. Ils étaient très embêtés. Qu'est-ce puis qu'ils vous voilà. reprochaient? C'est une histoire d'impôt que j'avais payé d'ailleurs. J'ai jamais bien compris. Et alors le ministre, c'était le ministre de la Défense. Ça dépendait de la Défense. À l'époque, c'était Léotard. Ah oui. Alors quand ils m'ont dit, vous voulez appeler quelqu'un, je dis oui, François Léotard, qui est un copain. Alors là, je suis ressorti immédiatement. La cerise sur le gâteau de l'actualité, qui est un peu mouvementée, vous en conviendrez, et il ne faut pas la chercher dans les pages rédactionnelles de la presse, mais dans les pages publicitaires. Et c'est la SNCF qui a acheté une double page dans l'Express. Ah, c'est rigolo, SNCF Express, c'est En plus, veut dire que ça paraisse hier et aujourd'hui. Oui, c'est encore plus marrant, ouais. Alors, on voit d'abord un contrôleur ou une contrôleuse, je sais pas, il ressemble ou elle ressemble à Maïté. Elle a un large sourire, une chemise à fleurs. On comprend pas pourquoi elle rigole, parce que c'est pas la tendance. Et alors, surtout, il y a une page entière qui vante le transport ferroviaire. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un gamin avec une casquette de chef de gare qui est à Califourchon sur les épaules d'un voyageur. C'est-à-dire, il n'y a pas de train, il n'y a pas de motrice, il n'y a pas de voie de chemin de fer. Il y a des braves gens qui marchent à pied. Et qui portent. Et ce qui, d'ailleurs, en cas de grève, est recommandé. Et alors, il y a des recommandations dessus, qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors, il y a... réservé à l'aide de votre mobile. Oui. Quel rapport avec le petit garçon chef de Non, gare? rien, mais si vous voulez, c'est l'info SNCF en temps réel. Mais je veux dire qu'ils n'ont pas bien choisi le jour, qu'on comprend absolument pas ce qu'ils veulent vendre, sinon que c'est... Ça a coûté cher en tout cas. Voilà, Oui. et que c'est nous qui allons payer. Voilà. Mais pourquoi ils font de la pub puisqu'ils sont les seuls?
Oui, c'est très curieux. Si on veut prendre le train, on est bien obligé de passer par SNCF. Depuis 2 ans, je crois, mais enfin, d'autres trains pourraient circuler sur les voies. Mais ils ne circulent pas. Ah non, mais je dis pourrait. Ils ne circulent Je pas. crois que dans le domaine des marchandises, si. Oui. Oui, Dans ça le domaine des commence. marchandises. Dans Il y a le déjà fret. d'autres compagnies. J'ai croisé un train d'hameçon l'autre jour, dis donc. Vous vous souvenez de cette affiche que j'ai arrêtée, enfin, pas que j'ai arrêtée, mais où j'ai fait remarquer, il y avait peut-être une petite erreur juste avant sa parution, une affiche pour la SNCF, il y a très longtemps de ça, il y a 30 ans. Bon. J'étais pas né. Non, alors c'était envoyé C'était les premiers vapeurs de l'époque, bon. Et simplement, il y a une très belle phrase en dessous qui était « Laissez-vous prendre par le train ». Alors, j'ai dit, je pense que ça va être mal compris. Mais il ne l'avait pas vu. Il ne l'avait pas vu. Il ne s'était pas rendu compte. Ça, c'est formidable. Tu l'as gardé, non? C'est formidable. Ah, mais c'était extraordinaire. Extraordinaire. Ah, ça c'est bien. Ça alors là. Ah, là, ça doublerait les voyageurs. Je te raconte pas le wagon de queue. Un invité surprise que nous connaissons bien, c'est Christian Milot. Voilà, bonjour monsieur Milot. Asseyez-vous parmi nous, n'ayez aucune crainte. Vous faites le porte-à-porte pour vendre quelque chose, là vous avez une petite serviette comme monsieur Bellemare, non? Je vais à mon bureau. Vous allez à votre bureau. Alors, voici que paraît un tout petit livre, mais qui traite un grand sujet, puisque c'est le roman du vin. Comment vous expliquez que le vin soit devenu, depuis longtemps déjà, un produit tellement emblématique? Parce qu'on en fait partout maintenant. Avant, le vin était français, à la limite italien, mais pour les Français, il n'y avait pas de vin ailleurs qu'en France. Puis maintenant, on en fait partout. On en fait partout, souvent avec des cépages français. Et puis des viticulteurs français, enfin des œnologues français. Alors, ça a inspiré beaucoup d'écrivains, de moralistes, d'humoristes, qui d'ailleurs avaient souvent un petit coup dans le nez. Ils avaient une tendance. C'est en plus quelque chose qui rend joyeux. C'est recommandé par les médecins maintenant. Le vin. Oui. Enfin, ceux qui ont du tanin. Il paraît que les cardiologues... Oui, le Bordeaux. Un verre par jour, non? Le Bordeaux pour... un verre. Non, ouais, c'est trop. Puis, si un verre est bon, je vois pas pourquoi 2 serait mauvais. Exactement. Oui. C'est pas tout à fait l'avis de la police de la route. Parce que vous avez remarqué que si on boit 2 verres, on entre déjà dans la zone de l'alcoolémie. Oui, tout à fait. Oui, on peut plus. Surtout si on cherche le Cap Ferret. Non, ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que cela a développé la vente de la demi-bouteille, qui est un engin qui n'est pas un engin à bon vin, est-ce qu'on vient le dire, Dans la à bonne conservation. Ça conserve mal le vin. C'est pour ça d'ailleurs que moi, La vente au verre aussi. à des magnums. Des magnums. Parce que... T'as raison. Ça a développé la vente au verre, le verre valant Oui, mais ça, largement le prix d'une demi-bouteille. Oui. Donc il y a l'oxydation du vin, puisque forcément la bouteille est ouverte, et le temps qu'on fasse tous les verres, le vin peut s'oxyder. Il y a pire, il y a le vin en boîte, vous avez vu maintenant? Oui, en poudre. Il y a du vin en poudre, il y a du vin déshydraté, Philippe. Moi, l'autre jour, on m'a offert dans un avion une chose que j'avais jamais encore eue, c'était très amusant. Imagine-toi un pot de yaourt, mais très ouvert, complètement scellé, donc il faut un effort pour ouvrir, et c'est de l'eau qui est à l'intérieur, mais au ras. Donc si tu fais le moindre geste, tu te ramasses, ça répand la flotte sur toi, et tu as l'impression que tu as pissé dans ta culotte. Tu vois, c'est extrêmement désagréable. Ah, C'est une invention. D'où la couverture du magazine de l'Almanach. Tu descendais de l'avion. Alors, Philippe, vous citiez tout à l'heure, vous me disiez que j'avais donné les citations d'écrivains, c'est à la fin du petit livre. Oui. Et je voudrais en citer une que je trouve merveilleuse de Philippe Gueluc. Si ma femme avait un bistrot, elle me verrait plus souvent. Perroni avait une autre formule. Ah oui, non, c'est le gars qui rentre chez lui le soir, il est un peu pété, et sa femme est au lit, et alors, lui, il va pour se mettre de son côté. Il l'enjambe et elle fait « Ah, bien sûr, si j'étais un bistrot, tu t'arrêterais. » Courteline, je ne vais pas à la messe, car elle est à l'heure de l'apéritif. Ah oui, joli. Paul Morand, ça c'est une assez jolie formule littéraire. L'apéritif, c'est la prière du soir des Français. Oui, il y en a qui prient même à la mi-journée. Les très pieux. J'aime beaucoup celle du professeur Choron.
Comme la tartine, l'ivrogne tombe toujours du côté beurré. Je profite de votre présence pour que vous nous expliquiez cette nouvelle enquête, au terme de laquelle on a conclu que les Français ont plaisir à manger et que les Anglais culpabilisent en mangeant. Ça vous paraît venir du tempérament des uns et des autres ou de leur forme de gastronomie? Il faudrait parler un peu de la cuisine anglaise. Il y a une très jolie citation de Bernard Shaw. « Si les Anglais peuvent survivre à leur cuisine, ils peuvent survivre à n'importe quoi. » Ils l'ont montré pendant la guerre, d'ailleurs. Oui, oui. Alors, il y en a bien d'autres aussi. Définition de la cuisine anglaise. Si c'est chaud, c'est de la soupe. Si c'est froid, c'est de la bière. Et puis, j'en ajouterai une de moi, la cuisine anglaise est bonne. Elle est même très bonne. Le problème, c'est que les Anglais tiennent absolument à la faire eux-mêmes. Alors, ça s'est quand même un petit peu arrangé depuis quelques années. Mais il y a une explication aussi. C'est la Méditerranée, c'est la culture méditerranéenne, de la mama. C'est la mère nourricière. En Angleterre, le rôle de la femme a toujours été d'être de côté. C'est pas plus mal. Ils sont très matures. Il faut se dépêcher parce qu'elle va mourir, la maman. C'est pas plus mal, oui. C'est vrai, elle va mourir, la maman. Bah oui, il faut se dépêcher. Ils sont venus, ils sont tous là. En Angleterre, la maman ne fait pas la cuisine. Cela étant, maintenant qu'on a dit beaucoup de bien de nos amis anglais, il faut quand même en dire un peu de mal, à savoir que ça s'est beaucoup amélioré. Peut-être pas, je n'ai pas fait d'enquête dans les ménages, non, mais dans les restaurants. Les restaurants, oui. Londres est maintenant une des villes où on mange le mieux au monde. En Angleterre, vous avez les meilleurs restaurants asiatiques du monde. Voilà. Donc, Londres, maintenant, c'est un régal d'y aller. Cela dit, alors, quand on va dans ces restaurants-là, le vin n'est pas donné. Hein. C'est une petite fortune, souvent. Ça dépend. Ça dépend, oui. Quand on veut nos grands crus... Hein. Oui, c'est très Oui, oui, mais ils sont jamais donnés nulle part. Ils ne sont pas vraiment donnés ici. Hein, Qu'est-ce que vaut le Pétrus, alors, ici? Au restaurant? Oui. Ça dépend, évidemment, du millésime, mais ça peut être autour de 4 000, 4 500 euros la bouteille. Ah, bah, vous m'en mettrez une caisse, hein. C'est pas beaucoup moins cher à acheter directement, hein. 1000 euros. Oui, mais j'ai connu au moins. l'époque, en 1972 ou 13, si mes souvenirs sont bons, où la bouteille de Pétrus valait 50 francs. Exactement. Vous vous rendez compte d'un placement si vous aviez acheté... C'est-à-dire que dans les dans ta années cave. 80, avec le prix d'une caisse de premier grand cru, vous avez péniblement une bouteille aujourd'hui. Ah oui, en gros, c'est ça. Il devrait être riche, Péroni, avec le nombre de caisses qu'il a lâchées. Faut dire qu'on en C'est désolant, le château de Pétrus, c'est minuscule. Mais comme la Romanée Conti, c'est tout Il y a une petit. Hein. spéculation. Ici, pour être humilié en permanence. Philippe, combien les Anglais font de fromage, produisent de fromage, en dehors des fromages industriels? Plus que nous? Non. Ils en font 400. Enfin, environ 400. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le prince Charles... Oui, a défendu les fromages. Il est le grand homme des fromages. C'est lui qui va un peu dans le monde entier pour vendre ses fromages. Mais il est fait avec le lait de Camilla, je crois. Voilà, un grand merci à Christian Milot d'être venu parler du petit roman du vin. Merci. Et maintenant, nous faisons l'appel. Autour de moi, et je vous rappelle qu'il s'agit aujourd'hui d'une émission tout à fait exceptionnelle, sont réunis pour baptiser le 3e almanach des grosses têtes, Jacques Maillot. Présent. Bernard Mabille. Présent. Jean-Jacques Péroni. Présent.
Chantal là-dessous. Présent. Et Pierre Bellemare. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le 3e almanach des grosses têtes? Ah bah voilà. Eh bien, on trouve tout ce qui fait, je crois, le charme, l'intérêt de notre émission. Oui. On trouve des choses très drôles, d'une finesse. très talentueuses. Et je vais vous dire, monsieur Mabille, puisque vous êtes largement représenté dans cet ouvrage, on trouve des choses qui, comme ça, ont été souvent improvisées, qui ont été parfois un peu écrites, et qui supportent parfaitement d'être imprimées, lues et relues, qui sont devenus des vrais petits chefs-d'œuvre. Tenez, je veux pas que votre modestie souffre trop, votre fausse modestie, mais on trouvera, et on va juste vous en donner un petit échantillon sonore, ce coup de sang que vous aviez fait sur les bons mots à la manière de notre Johnny national. En matière de musique, j'ai des goûts ecclésiastiques. Si on avait perdu 1 heure, on serait arrivé 1 heure plus tôt. Un couple, quand t'es tout seul, c'est nul. Un couple, c'est bien quand on est à 2. Ah que oui, je connais Descartes. C'est le mec qui a inventé la belote. C'est quand même inventé tout ça. Parce Non, pas toutes. Pas toutes, c'est vrai. Non. Ah, ouais. Le couple, c'est mieux quand on est 2, c'est lui, oui. Et puis l'heure aussi, c'est L'heure, c'est lui aussi, oui. Il avait dit un jour une chose charmante, on lui avait dit « Qu'est-ce que c'est que l'argent pour vous ?» Et il avait dit « Ce sont des petites images pour faire plaisir aux amis. » Ah, c'est joli, ça. C'est très joli. Très beau. C'est poétique. Mais alors qu'on lui servait un café, il a dit « Il vient d'où le café ?» Le mec lui a dit « De Colombie », il a dit « Il est encore chaud. » Ça peut pas s'inventer des trucs comme ça. Ah non. Alors, dans ce genre de conneries, j'en ai entendu une sur le marché en Bretagne. Un couple de baba cool, il est là, il va chez le fromager et le gars dit c'est quoi ce fromage? Et le fromager lui répond c'est du Cantal. Ah bon, il vient d'où? Ah ouais. Non mais il y a eu ce mot historique de Johnny Hallyday quand on lui a dit d'où vient la barbe, il a dit de la joue. Alors, une première citation, et vous en retrouverez beaucoup dans l'almanach, mais à l'envers, pour ménager le suspense, la réponse. Ça, c'est une citation envoyée par Monsieur Lopez de Gagny, qui a dit « Les femmes, c'est comme les chaussures. Quand on les quitte, il faut y mettre les formes. » Ah, c'est vieux, ça, c'est vieux. Oui. Les formes, ça peut être. On met toujours des formes dans les chaussures. Ça peut être Sacha Guitry, ça, non? Ça peut être. Là, on joue effectivement. C'était pas un cul-de-jatte, en tout cas. Non. C'est pas Roland Dumas en parlant des Berluti. Non, des Berluti, non. Non, mais. La réponse est à quelle page, Philippe? Non, c'est quelqu'un qui a formé, non pas des chaussures, mais certains d'entre nous. Pierre Doris. Non, c'est un Pierre, mais bien proche. Pierre Dac. C'est Pierre Dac. C'est Pierre Dac, le champion. qui est un de nos pères spirituels, quand même. Absolument. Hein? Oui. Moi, j'ai été formé par Pierre Bellemare pour la pêche à l'hameçon. Oui. Moi, j'ai été frappé par une chose, c'est que, bien sûr, il y a les histoires que nous avons racontées dans cette émission, tout autour des histoires d'auditeurs, j'entends. Mais il y en a quand même que vous n'avez pas pu faire raconter et que seul le livre permet de raconter. Ah, à ce point-là. Oui, il y a des choses. Un exemple, Pierre. Ah ben non, je peux pas relire. Non, mais je vous en donnais une que l'on peut lire facilement. Ton organe laisse tout elle est gentille, elle est sympathique. Les hameçons, non? Non, pas du tout. Mais tes chèvres d'or. C'est le mari sur son lit de mort qui appelle sa femme. Oui. C'est une situation que nous allons bientôt connaître. Bon, d'une voix rauque et faible, il lui dit très bien, mon heure est arrivée, mais avant, je veux te faire une confession. Non, reste tranquille, tu ne dois faire aucun effort. Mais enfin, je dois te faire, insiste le mari, il est bon de mourir en paix, je veux te confesser quelque chose. C'est bon, je t'écoute. J'ai eu des relations avec ta sœur, ta mère et ta meilleure amie. Mais je sais, répond la femme. C'est pour ça que je t'ai empoisonné. Charmant. Elle est pas méchant. Elle est charmante. Non, mais celle-là, je vous l'ai dit parce que j'en ai sélectionné. Oui, j'en ai sélectionné quoi?
J'en ai trouvé 10 de lisibles en public dans le livre. Il y en a plusieurs centaines, donc attention. C'est vrai. Les autres sont pas lisibles. Ah non. Ah oui. Alors naturellement, notre ami Perroni est présent. Alors il n'est pas seulement présent sous la forme de statistiques. Aujourd'hui, l'INSEE s'approprie chaque fois qu'elles sont diffusées sur RTL. Non, il a une intervention remarquable un jour où il avait décidé de détourner les proverbes et les adages de la sagesse populaire. Pauvreté n'est pas vice. N'empêche qu'un pauvre, c'est pas joli, hein. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, ma femme, elle est trempée. Un père avare, fils prodigue. Il y a mon beau-frère con, ma sœur, qui vote écolo. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Si tu veux bouffer, prépare la tambouille. Il ne faut pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, sauf si on a pissé dedans. Un parent con, fils crétin. Un parent pauvre, fille putain. Qui veut noyer son chien dit qu'il n'a pas de bouée. Pluie en janvier, maman décède en février. Le style, c'est l'homme, la femme, c'est la vaisselle. Qui pisse contre le vent se rince les dents. C'est bien. Elle est bien, celle-là. Ah oui, elle est bien, très bien. On va avoir une longue, hein. Tempête en mer, t'en chies en terre. Gourdin du matin, pipi sans les mains. Qui pisse loin, ménage ses chaussures. Ça sent le vécu, ça. Et enfin, quand le goéland vole le bec en avant, tu l'auras dans le cul dans pas longtemps. C'est poétique. Ah, la Bretagne et ses dictons. Quelles sont vos habitudes vis-à-vis du livre, de la lecture Vous arrivez à lire, Monsieur Bellemare? Oui, pourquoi j'arriverais pas à lire? Non, mais parce que vous êtes très occupé, vous faites Non, mais beaucoup de choses. j'ai une chance extraordinaire, c'est que je n'ai pas besoin de lunettes pour lire. Oui, et puis vous prenez le train souvent. Donc oui, bien sûr, mais je ne dis pas que dans le train, c'est surtout chez moi. Il applique le slogan, laissez-vous prendre par le train. Par exemple, non, mais je prends un exemple. Actuellement, je prépare un spectacle sur Victor Hugo. Vous savez, je me fais un peu déjà la gueule. Vous avez vu que j'ai la moustache qui pousse, c'est pour la barbe ça. qui pousse. Non, pas du tout. Mais bon, eh bien, ce spectacle va être sur Chose Vue, qui est une œuvre absolument fabuleuse de Victor Hugo. Grand journaliste. Oui. Hein. Bah, vous savez, quand on veut lire tout Chose Vue, il y en a quand même 1200 pages, c'est copieux. Donc je m'y suis mis et je lis ça régulièrement chez moi. Mais ça, c'est pas de la lecture pour le plaisir personnel. Oui, enfin, c'est de la lecture à des fins professionnelles. Oui. Qu'est-ce qu'elle lit, Chantal, elle? Rien du tout. Rien du tout. J'ai plein de livres sur ma table de nuit, mais j'arrive pas à les finir. Donc je les commence. Qu'est-ce que vous avez sur votre table de nuit? Belle du Seigneur, j'arrive pas à le finir. Mais ça, je vais le finir, ça m'intéresse. Non, mais qu'est-ce que vous avez comme livre que vous n'arrivez pas à finir? Belle du Seigneur, par exemple. Ah oui, mais dites donc, c'est paru il y a 35 ans. Ah hein. oui, mais on m'a dit, il faut le lire, c'est super. Mais c'est Ça vrai. va te tomber des mains. J'ai jamais réussi. Il paraît que c'est super. Alors là, il faudrait pas que l'almanach des grosses têtes vous tombe des mains, parce que ça vous ferait mal aux pieds. Hein. Ah oui. Parce qu'il est lourd. Hein. Très lourd. C'est le bonheur des pédicures. Qu'est-ce que vous lisez, vous, monsieur Mabille? Alors, j'essaye de lire le truc sur Freud, là, comment c'est Onfray, c'est Freud, hein, c'est ça? J'ai acheté ça, mais j'ai pas commencé. Ah oui, bon, ça, on peut pas dire que c'est... Non, j'essaye de me mettre à la lecture numérique. Ah, sur l'iPad? Sur l'iPad, et ça, c'est très pratique. C'est gros, c'est écrit gros, c'est pour ça, oui. Et je lis le... C'est-à-dire, on peut tourner les pages sans mouiller le doigt. Oui. Hein. Ah oui. On mouille la dame qui est à côté. Et vous, monsieur Maillot, qu'est-ce que vous Je lisez? viens de finir les mémoires de Churchill. Ah oui, mais là aussi, vous avez du retard. Hein. Oui, mais c'est formidable. par Tu vas contre. attaquer l'autobiographie de Borloo. Ben, ce sont des livres qu'on vous envoie ou des livres que vous achetez? On achète. Ah là, j'ai acheté, là, personnellement. Moi, j'achète la plupart du temps. On doit vous envoyer des livres. Pas beaucoup. Oui, mais pas énormément. Ça, on l'a vu d'ailleurs. La banane des grosses Moi, je lis têtes, pas on beaucoup, l'a j'attends offert. qu'ils sortent le film.
Ça fait combien de livres par an, ça? Ça fait quoi en lecture? 3, 4? Ah non, plus que ça. Plus que ça. Ah, oui. Non, ce qui est d'embêtant, nous, c'est qu'on est obligé de lire beaucoup les journaux et que pendant qu'on lit les journaux, on lit pas les bouquins. Et regarder la télé, c'est vrai. On lit plus les bonnes feuilles, finalement, parues dans les magazines ou sur Internet que le livre entier. Alors, une deuxième citation de Monsieur Gentil, qui a dit « Un homme sur 1000 est un meneur d'hommes, les 999 autres sont des suiveurs de femmes. » De Gaulle? Non, alors c'est un amuseur que nous avons connu, qui hélas a disparu. Sim? Non, un peu avant. Jean-Yann? Toujours Jacques plutôt. Martin. Un peu avant. Un peu avant Jean-Yann. Raymond DeVos? Non, alors c'est quelqu'un qui, comme DeVos, jouait avec les mots, mais était aussi un grand comédien. Coluche? C'est pas loin. Coluche, non? Pierre Dac? C'est pas loin. C'est pas loin. Pierre Dac, Francis Blanche. Francis Blanche. Bah oui, C'est ce qu'a dit, Francis Blanche. ce qu'a dit Jacques. Je l'ai dit. C'est ce qu'a dit Jacques. Oui. Francis Blanche. Eh bien, Jacques a dit, et c'est bien. Ok. On ira ensemble, Philippe, chez Jacques Hany. Un autre bon souvenir, celui de Philippe Chevalier, qui avait poussé un coup de sang, aujourd'hui mémorable, pour ne pas dire historique, contre la cérémonie des Molières. On dit les Molières pour le théâtre, comme on dit les Césars pour le cinéma. Et pourquoi pas, pour que tout le monde soit content, les Chombier ou les Ramirez pour les meilleurs concierges de France. Cette course à la récompense corporatiste amuse les professionnels de la profession qui se décernent leurs médailles en chocolat sans tenir compte le moins du monde de l'avis du public, ce qui est gênant pour un art qui ne peut s'exercer qu'en présence d'un public. Cette année, comme d'habitude, les pièces qui ont gagné les faveurs du plus grand nombre d'acheteurs de billets se sont vues systématiquement écartées du palmarès, tandis que la énième reprise de La Mouette de Tchekhov à l'entrepôt des quincailliers de Nanterre, dans une mise en scène du Moldo-Valak Dimitriou Areltakis avec sa troupe de pygmées thaïlandais, a raflé toutes les statuettes. C'est à peine exagéré, hein? Là, on est À peine, hein? on est en plein cœur du sujet, même, parce que les Molières vont disparaître au train, ça va. Vous croyez? Oh, je pense, oui. Oui. Il y a le feu au lac. Autre chose, c'est vous, Monsieur Maillot. Ah bon? C'est vous, mais oui. C'était un coup de sang à propos de l'image déplorable des services secrets français. Je ne sais pas si vous avez vu le look de notre espion Made in France, mais alors là, ça fait peur. Même la mère Denis n'en aurait pas voulu pour lui emballer sa machine. Une sorte de babacool 68 art, très attardé, matinée Far West, dont la mère, crémière à Floirac, aurait couché avec un vendeur de pop-corn de Nashville, Tennessee, du genre émigré du Larzac avec des toilettes à la sueur, avec un pull en laine bio qui pue tricoté par Bobonne et qui roule dans un espace Renault qu'il aurait racheté à la centrale du particulier. Bref, un vrai remède à pulsion, l'agent secret du désert que l'on nous présente aujourd'hui. Le genre d'épouvantail absolu, vous le mettez dans un élevage de morpions. Ce sont les morpions qui se rasent et qui vous rapportent les poils. Alors, sans charger la mule à méchanceté, si Pierre Camat est un espion français, dans ce cas-là, Ginette Leton, la psycho-orienteuse du bureau Pôle emploi de Villeneuve sous Valium, alors elle, c'est Mata Hari. Alors, autre histoire drôle, Monsieur Bellemare. Volontiers, j'arrive tout de suite. Une cochonne, Pierre. Non. Toi qui fais de l'élevage. Non, je peux pas. Toi qui fais de l'élevage fermier, sans nous une cochonne. Et il est... Un type se perd dans la forêt. Heureusement, il rencontre un paysan qui lui offre le gîte et le couvert. Le lendemain, le type, qui voudrait remercier le paysan, constate qu'il n'a pas un rond en poche. Mais comme il est ventriloque, il décide de lui faire un petit tour en guise de remerciement. C'est gentil. Le type va vers une poule et il lui dit « Salut, madame la poule, comment ça va ?» Et la poule « Bonjour, messieurs, ça va bien. Il y a juste le paysan qui me pique mes œufs, mais autrement, ça va. » Le paysan est stomaqué. « De Dieu! Vous faites parler les poules? Oh, pas que les poules !» Il va vers la vache. « Salut, la vache, comment ça va ?» La vache. « Bonjour, messieurs, ça va. Il y a juste le paysan qui me tire mon lait tous les matins, mais sinon, ça va. » Le paysan. « Oh, les vaches aussi !»
tous les animaux. Regardez, celle-ci, il va vers la chèvre. Alors le paysan, tout affolé, dit au type, l'écoutez pas, c'est une menteuse. Un paysan nommé Bellemare. Ça Ça se passait en Dordogne. C'est du vécu, ça. Hein. Je comprends qu'il la raconte. C'est oui. du vécu. J'en ai trouvé une marrante là-dedans. Ouais. Attendez. Ah, parce que c'est pas marrant ce que je raconte, je te remercie. Non mais sans blague. C'est un papa qui cuisine du lapin pour le dîner. Les enfants étant sensibles à cet attachant petit animal domestique, il leur cache ce que c'est jusqu'au moment du repas. La petite fille mange d'un bon coup de fourchette quand le petit demande « Dis papa, c'est rudement bon, mais qu'est-ce que c'est ?» Le papa, pas peu fier, lui répond « Tu dois deviner ce que c'est. Je peux juste te dire que ta maman de temps en temps m'appelle comme ça. » Et la petite fille crache tout et tape dans le dos de son frère « Mange surtout pas ça, c'est du trou du cul !» Ouais, déjà, t'as dépassé les bornes. Moi, j'ose pas raconter ça en public. Alors ça dans le Périgord, ça passe pas. Hein. Moi, je peux pas, tu vois, c'est des choses qui... non. Ça me brûle la bouche. Alors c'est tu pas peux possible. pas. Pierre, tu ne peux pas. Ah non, je peux pas. Une question de Madame Bresson de Pierrefonds. Qui a peint Sainte-Anne avec son sexe et sa semence comme peinture? Salvador Dali, Non. Picasso, Faut dire qu'il buvait aussi pas mal. Utrilo. Non. C'était un peintre. Van Gogh. C'était un peintre, oui. Oui. Van Gogh. Non. Modigliani. Non. On va faire tous les peintres pochetrons. Alors, Pas mal, hein. bah oui. Oui, alors celui-là a laissé d'ailleurs beaucoup d'œuvres marquantes, un bon Borloo. souvenir. Il ressemblait à personne qu'à lui-même. C'était un... Oh, je peux pas vous dire comment il était physiquement parce que ça. Toulouse-Lautrec. Oui, c'était Toulouse-Lautrec. Bien sûr. Voilà. Bah oui. Ah oui. Moi, j'ai vu le match. J'ai vu le dernier match. C'est Lautrec qui a gagné contre Toulouse. Contre Toulouse, oui, tout à fait. Ah, toujours. Hein, Monsieur Félix de Poitiers demande dans quel cas une avocate doit-elle enlever sa robe devant un tribunal? Pour se faire. Quand elle tombe sur un maître du barreau. Non. Quand elle plaide pour elle-même. Quand elle plaide pour elle-même, bonne réponse de Perrotin. fallait le dire tout de suite, mon Jean-Jean. Bravo. Ça, c'est encore Bernard Mabille. En écoutant Bernard Mabille, souvent, on s'est aperçu qu'on voyait le spectacle de la vie quotidienne sans bien comprendre, jusqu'à ce qu'il nous l'explique. Là, par exemple, la signification des signes que peuvent faire les motards. Alors, le bras d'honneur à 130 km/h, roule plus vite, connard. Le coup de pompe dans la portière droite à 150 km/h, roule plus à gauche, connard. Le coup de pompe dans la portière gauche à 180 km/h, roule plus à droite, connard. Et le coup de pompe sous la bagnole, pouvez-vous appeler le SAMU, s'il vous plaît, monsieur le gentil automobiliste? C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Il tape dans les voitures. Oh là là. en gros, c'est ça. Hein. En gros, c'est ça. C'est donneur de leçons de la route, les motards, vous savez. Alors, on trouve de tout dans cet almanach et tout ce qui fait le succès de notre émission, et notamment la honte des invités d'honneur. Ah oui. Qui est un puits dont la vérité inattendue, pittoresque, émerge souvent. Par exemple, la honte de Roberto Alagna. Un jour, je me rendais à la Bastille pour faire Lucie de la Mermour, un opéra de Donizetti. Et donc, j'étais dans ma voiture avec un copain qui me conduisait, donc dans son 4x4. Et j'étais à l'arrière pour pouvoir chauffer ma voix. Donc, je chauffais dans la voiture. Je chantonnais dans ma voiture. Et on arrive à un carrefour et un type vient demander de l'argent à mon copain qui était à la place du conducteur. Et donc il baisse sa vitre, il lui donne de la monnaie, je ne sais plus ce qu'il lui a donné. Et ce type-là vient derrière et frappe à mon carreau. Et moi je dis quand même, il est culotté, il vient de prendre de l'argent aux passagers, donc au conducteur, et il demande aussi aux passagers. Donc j'allais pour baisser ma vitre et il me fait non, je veux juste écouter. Ah bon, je dis, alors j'ai continué à chanter et il m'a rendu l'argent. C'est beau, ça. C'est beau, ouais. Oui, c'est logique. Alors, donner autrefois la pièce au chanteur, c'est normal. Sans honte. On jetait souvent quand... moi, je enveloppé dans un petit papier. Oui. Toujours enveloppé dans un petit papier. Quand on avait des appartements haut perchés et qu'il y avait un musicien dans la cour, mais souvent on lui donnait de l'argent pour qu'il s'en aille. Hein. Oui, aussi. Il y avait des joueurs de scie, il y avait un peu tout.
tout. Ouais, c'était sympathique. C'est musical, c'est un instrument qui a disparu, je ne sais pas pourquoi. Et l'orgue de Barbarie. Oh, formidable que c'était beau. Ah oui. Et le flageolet à pompe, c'était très beau. Et le flageolet à moustache aussi. Il y en a toujours ça. Du côté de la Bretagne, les flageolets à pompe, il y en a énormément. Une question de Monsieur Legrand d'Angers. Pourquoi à la télévision en 1946 et pour les premières recettes de cuisine ne présentait-on jamais que des recettes de plats froids? Ça n'avait pas le droit de mettre de cuisinière ou de réchaud dans un studio. Sans doute, oui. Ou c'est parce que... Parce qu'on ne pouvait pas enregistrer l'émission, donc il aurait fallu attendre. Par économie. Alors, par économie, on n'avait pas eu le budget nécessaire pour acheter un réchaud. Voilà. Oh, mais oui, attendez, c'est la télé des temps héroïques. Mais c'est une bonne réponse de Chantal. Voilà. Il serait allé chez Pierre Bellemare, il t'aurait bien vendu un réchaud pas cher à la télé, toi. Ça, je regardais pas, ça. Non, ce qui est formidable dans les émissions de cuisine, c'est que ça va très vite. Hein. Ah bah oui, ils font le gigot de 7 heures en 3 minutes. Ah oui, Et maintenant, il y en a en pagaille des émissions. Vous mettez la télé, tombez sur une chaîne, il n'y a plus que ça. À 8h du matin, vous êtes déjà dans la tambouille. C'est dégueulasse, franchement. Ça et la décoration. Ah oui, avec les grosses qui bricolent. Alors là, c'est pas possible. Attendez, les livres de cuisine dans l'édition française. Hein. C'est dingue. Ah oui. Le pire, c'est de se faire faire un plat par Valérie Damido. Alors là... Ce qui est marrant, c'est qu'elles achètent tout ça, elles courent chez Picard-sur-Gelée. Alors, allez savoir pas toutes, hein. Oh, T'as pas connu les bonnes, hein. Ah bah non, ça non. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre cuisine? Moi, je cuisine plus, c'est mon mari qui cuisine maintenant. Il me prépare des trucs. J'ai perdu la main maintenant. Bah toi, t'es sur la route entre Bordeaux et le Cap-Ferret. Oui, il m'attend le théâtre, il me procure. Tu dois bien faire le coq au vin, quand même. Ouais, non, je sais pas le faire, le coq au vin. Mais non, mais j'aime bien cuisiner quand je m'y mets, mais j'ai perdu la main. Je fais très bien la blanquette à l'ancienne, par exemple. C'est bon, ça. Mon mari me préparer des tas de petites choses avec des restes. Il aime accommoder les restes, c'est vrai. Oui, mais ça, c'est votre vie sexuelle. Entier. Il vous fait un tas de petites choses, alors, votre mari. Un tas de petites... Après, je lui fais avec les restes, il adore les restes. C'est pour ça qu'il l'a épousé. Je m'en doutais qu'il allait tomber dedans. Est-ce qu'il fait bien la brandade de morue? Ah oui, c'est bien la brandade de morue. Ah ouais, il a mal à la main, Et uniquement avec de la morue, j'espère. Bien sûr. Pas avec des pommes de terre. Bien sûr. Parce que la vraie brandade, c'est sans pommes de terre. Parce que tu sais que la morue, quand c'est jeune, ça s'appelle un cabillaud. Exactement. Oui, c'est une morue. Oui. Mais c'est de la morue, c'est de la morue séchée. Quand c'est jeune, ça s'appelle une jeune fille. Question de Madame Romer de Besançon. Que signifiait l'expression de San Antonio, faire bravo de la marionnette? C'est quand on est en érection. Exactement. C'est l'érection, mais à la manière de Frédéric Dard. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Question de Madame Cassagne. En Belgique, qu'est-ce qu'un mur qui crache? Le mannequin piece? Non. Alors, l'expression est très belle et on pourrait l'adopter. C'est un distributeur de billets. C'est un distributeur de billets. Un mur qui crache. Bonne réponse de Jacques Maillet. C'est bon, ça. Alors, c'est une histoire très courte. Dieu créa l'univers et il vit que c'était beau. Dieu créa la terre et il vit que c'était beau. Dieu créa la nature et il vit que c'était beau. Dieu créa les animaux et il vit que c'était beau. Dieu créa l'homme et il vit que c'était beau. Dieu créa la femme et puis il se dit, bof, elle se maquillera. Vous avez pris des risques, hein, monsieur Bernard. Vous avez pris des risques. Tu tiens un one-man show. Ah bah oui, je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux? Alors, dans cet almanach, on a également admis des passages très marquants de l'émission que nous diffusons chaque nuit de 3h à 4h30 du matin, c'est-à-dire qu'après la rediffusion des passages de la veille, eh bien, il y a des instantanés de ce que nous appelons la nuit des temps. Ça remonte aux origines, pas du monde, mais des grosses têtes, et ça nous avait valu une confidence stupéfiante de Léon Zitrone.
n'y a pas encore très longtemps à la gare Montparnasse, oui. Semblable. Un monsieur est venu 4 fois, je prends Quelqu'un qui vous avait retenu? Dimanche. Non, quelqu'un qui voulait prendre le train. Quelqu'un qui est venu dans le petit endroit. Oui. Et qui s'est mis à côté de moi. Oui. Alors je suis parti. Il est venu, je regardais sur le tableau, vous savez, des départs de train. Ouais. Et il est venu me dire, monsieur Pitron, je voudrais ceci, je voudrais que vous me disiez l'heure. Je l'ai vidé par le collet comme ça. Et je lui ai donné un coup de pied là où il pensait avoir. Comme il était un peu maso, il a dû passer un bon moment. Ah, je ne sais pas, il est parti. Est-ce que la chaussure est restée coincée? Non, ma chaussure n'est pas restée coincée. Léon, mais est-ce que vous pensez qu'il vous avait reconnu? De dos? Ah oui. Oui. Ah oui, certainement. Il m'appelait par mon nom. Il me parlait des grosses têtes. Mais vous lui avez fait mal au gars qui vous avait fait des propositions? Je ne lui ai pas fait mal, je l'ai vidé. Oui, mais gentiment. Pas gentiment, assez brutalement. Douillet voudrait savoir ce qu'il risque. C'est quand même une curieuse conversation qui réunissait, vous les avez reconnus, outre Léon Zitrone, Jacques Martin, Philippe Castelli, Jean-Yann, la fine équipe. Mais Zitrone était odieux avec le public, il faut bien le dire. Oui. Il faut dire à sa décharge qu'il était sans cesse reconnu et abordé dans la rue. Il y a des moments où il n'était pas toujours disponible. Mais vous avez connu ça aussi. Moi, je le connais toujours et tous les jours. C'est pour ça que c'est effrayant. Hein. Il suffit de... Moi, je suis allé faire pipi une fois avec Pierre Bellemare, personne non, mais c'est vrai. Hein. Une fois que vous l'avez admis, c'est terminé. Tout va bien. Moi, je lui ai fait faire, pour la caméra invisible, un truc absolument formidable. Et là, il a été absolument ravi. Nous l'avons monté à Montmartre. Et on a dit à Léon, voilà, tu fais donc un Russe qui est là, qui est paumé, et qui demande son chemin parce qu'il visite Paris. Et on va voir ce qui va se passer. Et là, ça devenait extraordinaire, parce que alors, il arrêtait des gens, c'était le contraire, bon. Il parlait russe, bien entendu, bon. Et les gens le regardaient. C'est un monsieur qui me demande un renseignement. Vous avez vu sa tête? Vous avez vu? Vous reconnaissez? Incroyable. C'est le portrait craché de Zitrone, c'est incroyable. Vous êtes de la famille. Il y a un monsieur ici, vous, connaître. Alors c'était extraordinaire, ça devenait quelque chose. Et alors là, il était, mais heureux, comme jamais j'ai vu Zitrone heureux. Parce qu'évidemment, toute la foule se rassemblait. Tout le monde le connaissait, forcément. Bon. Il a vécu un grand moment de jouissance et c'était en même temps très drôle parce que c'était sympathique, quoi, voilà. Et pour une fois, il n'était pas désagréable avec les gens qui le reconnaissaient. Quand il leur disait, je vous interdis de me reconnaître. Je vous prie de ne plus vous compter au nombre de mes auditeurs. Ah, parce qu'il avait du style. Hein. Ah oui, magnifique. Madame Grolet, qu'est-ce qu'on appelle le cylindre consolateur? Oh ben on voit tout de suite ce que c'est. C'est le sexe. C'est sexuel, non? Non, c'est le sextoy, voilà le enfin ce qu'on appelait le godemiché. Oui. Bonne réponse de Jacques Maillot, le sextoy. C'est joli, le cylindre consolateur. Bon. Moi, je veux une automobile quand on me dit les cylindres, les 8 cylindres, les 4 cylindres. C'est vrai que ça fait pas penser au sexe. C'est un peu gros. T'en as jamais vendu à la télé des trucs quoi, comme des sexes? ça? Non, jamais. Non, il n'y a pas fait. Je t'ai déjà expliqué 25 fois, j'en ai marre parce que je le répète toujours. Ne nous le fâche Un de mes pas. concurrents voulait à tout prix vendre des trucs porno. Et toi, t'as pas voulu. Tard le soir, ça n'a jamais marché. Oui. Pourtant, j'avais un titre pour lui, télé à chatte. Oui. Tu m'as fait la même chose la dernière fois que je l'ai dit. Je l'ai dit tout de suite. Hein. C'est-à-dire, il y a des hameçons qui ressemblent quand même à des godemichés. Oui, avec des plumes. Ah oui, mais je te ferai voir. Le catalogue, tu vois, c'est impressionnant. Mais c'est des hameçons pour pêcher en rivière ou en mer? Dans tous les lieux. Dans tous les lieux. Ah bon? Et spécifiquement pour prendre certaines espèces de poissons. Évidemment. Il doit y avoir des trucs énormes. Parce que, considérables. C'est ça. Ça dépend de la taille du poisson. Vous voulez que je raconte une petite? Oui. Très courte, hein. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. C'est un jardinier d'un grand hôtel qui découvre que ses rosiers font plus de 10 mètres de hauteur. Il découvre également des tomates de 10 cm de diamètre, des melons de 10 kilos. Il appelle le directeur et lui dit « Moi, je veux bien que l'hôtel héberge le Tour de France, mais dites au coureur d'arrêter de pisser dans le jardin. » C'est rigolo, ça. Très joli. Madame Fournet demande qu'est-ce qui possède une queue égale à 98% de sa longueur totale? Le caméléon. C'est un instrument. Non, c'est quelque chose de vivant. C'est un insecte. Dont la queue est plus longue que le corps, quoi. Beaucoup plus longue que le corps. Non, pas plus longue, 98%.
La langoustine ou le homard, elle est presque égale au corps. Et d'ailleurs, sa queue porte un nom. C'est un mammifère. Comment? C'est un mammifère. Ça appartient à un mammifère. Le rat? C'est pas le pan, non? Non. Non. Sa queue a un nom, vous aviez dit? À 98% de sa longueur totale. Mais vous aviez dit d'ailleurs, sa queue... Ça serait pas moi. Sa queue porte un nom pas moi. que je ne peux pas vous donner parce que ce serait répondre à votre place. Le kangourou? Le loup? Non. Le sexe d'un homme. Ah, alors, il faudrait aller chercher un peu plus loin. Chez un enfant? Non. Non. Chez un... C'est vrai que là... Je suis sur la bonne voie. Chez un mort? Non, Chantal là-dessous, presque mis le doigt dessus. Je m'en doutais. Le sexe d'un pygmée, par exemple. Non, attends. Mais c'est pas d'un homme. Si. C'est d'un homme. Mais quel homme? Un nain? Ben oui, le pygmée. C'est un homme préhistorique? Oh, c'est depuis que l'homme est... l'homme est homme. Le givaro? Non. Le livaro, peut-être, mais c'est très différent. La pompe à essence, parce que le truc est plus long que la pompe. Le spermatozoïde. Le spermatozoïde. Bonne réponse de Chantal là-dessus. Elle venait de dire à Péroni, je sais, je l'avais encore ce matin sur le bout de la langue. Voilà. Alors, ça s'appelle la flagelle. La flagelle, mais oui, bien sûr. C'est joli, le flagelle. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. C'est essentiellement une queue, le spermatozoïde. Oui, c'est pas 98% de la longueur de son corps, en quelque sorte. Oui, c'est 98% de la totalité. Et t'as des hameçons pour les attraper? Il faut une bonne gaule. Je voudrais vous signaler que dans l'almanach des grosses têtes, vous trouverez également des chroniques toutes inédites d'Éric Logérias sur des sujets que personne n'avait osé traiter avant lui. D'abord, il a écrit les mémoires d'un paresseux. Et la première phrase, qui est très évocatrice. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a entendu son téléphone sonner. Comme elle avait oublié de l'éteindre, forcément, elle a des problèmes. Il a écrit les mémoires d'un paresseux et ça commence comme ça. Longtemps, je me suis recouché aussitôt. Il a fait aussi alors le mot croisé géant que tous les cruciverbistes attendaient. Il y a 30 cases de chaque côté, verticales et horizontales, et plein de cases noires. Tellement de cases noires qu'il y a simplement au milieu une petite case blanche. C'est facile à faire. Et je vous donne en 1000 la lettre qu'il faut inscrire au centre de la grille. C'est tout de suite après le P. Ah oui. Alors que ça va avec. Alors, des peuplades mystérieuses, par exemple les Zungas de Machalang, que personne ne connaissait avant qu'il nous les ait décrits. Des grands artistes oubliés aujourd'hui. Louis Borelli, qui a été sculpteur de Suif. Le musée de la Bouche de Vache qu'on vient de... Enfin, c'est quelque chose de très culturel. Hein. Oui, bien sûr. Une petite histoire. Ah, je vous en prie. Ah oui. C'est le témoin qui s'avance à la barre après avoir été appelé. Je jure de dire toute la vérité. Monsieur, vous avez été témoin de cette agression sexuelle. Parfaitement. Je suis peintre en bâtiment et j'ai sur l'échelle. Quand le type a défoncé la porte de l'appartement de la jeune fille, je l'ai vu l'attraper par les épaules, la jeter sur le lit, lui arracher sa jupe et son corsage. Et après, je sais pas, parce que je suis tombé. Pourquoi êtes-vous tombé? Ah, à cause du poids. On était 9 sur l'échelle. Nous allons faire éclairer notre lanterne sur l'arrivée dans la région de Toulouse, dans la ville de Toulouse, de représentants d'une nouvelle profession. Bonjour Jean-Pierre Avrin. Bonjour. Bonjour monsieur l'adjoint. Alors, la mairie de Toulouse vient donc d'engager ce que vous appelez des chuteurs. Ça n'existait pas jusqu'à présent, hein? Ben non, si vous voulez, ce sont des médiateurs qui en fait sont dédiés à combattre le bruit, puis on s'est aperçu que le bruit de plus en plus devient une préoccupation des Toulousains et des autres d'ailleurs. Mais c'est aussi parce que c'est une ville jeune et souvent festive, hein?
Je voulais la caractéristique de Toulouse et un de ses avantages, c'est que c'est une ville, c'est la première ville après Paris en nombre d'étudiants, donc c'est très et de tradition festive. Et puis on dit aussi que c'est la première ville espagnole de France, puisque il y a beaucoup d'Espagnols. Donc le mode de vie est festif. Et notre défi, si vous voulez, c'est un peu d'arriver à faire en sorte qu'on puisse laisser faire la fête et d'un autre côté préserver la tranquillité. Alors comment concilier les deux et à qui confier cette tâche délicate? Alors l'idée c'était si vous voulez, entre ce qui se fait habituellement et directement quand les gens sont dans la rue, le problème c'est que c'est la police qui intervient, donc immédiatement la répression. Il m'a toujours semblé qu'il y avait une place peut-être pour l'intelligence et la médiation, c'est-à-dire qu'il y a un chaînon manquant. Il fallait trouver quelque chose avant l'intervention de la police, qui peut toujours arriver. Mais le chuteur est un fonctionnaire, il est assermenté? Le chuteur est un fonctionnaire qu'on vient de recruter. Et alors il parcourt les rues de la ville, enfin les plus animées, en criant « chut, chut », ce qui d'ailleurs ajoute au bruit. Hein. Oui, non, mais c'est pas du tout le problème. Si vous voulez, l'idée du chuteur, ça m'est venu j'ai trouvé ça à Lausanne, où nos amis suisses avaient recruté des chuteurs, ce qui était très très rigolo. Et bon, donc ce mot a fait l'unanimité, si vous voulez, parmi vos collègues journalistes, mais en fait ce sont des médiateurs. Ce sont des médiateurs. Mais bon, ce côté... Ils ont vraiment le pouvoir d'inciter les gens trop bruyants à se modérer? Oui, par la discussion, par le dialogue. Je pense que de temps en temps, on a le droit de faire appel à l'intelligence avant la répression. Ils sont en armure? Non, ils seront en civil, sans uniforme, peut-être avec juste un moyen de reconnaissance qui n'est pas encore complètement défini. Il y a un spécialiste au Parti Socialiste pour ça, contre le bruit, c'est Paul Quies. Ah oui, d'accord. Ah oui, en plus, les boules sont bien connues. Il n'est pas loin de Toulouse. Oui, mais ça lui fout les boules de s'occuper de ça. Donc, les premiers résultats sont encourageants. Écoutez, pour le moment, ils sont pas encore sur le terrain, donc on peut pas dire. Mais je crois que le fait de les avoir appelés chuteurs, enfin, c'est ça. Un peu d'humour, ça fait jamais de mal. Parler, le premier qui va se casser la gueule, on va se marrer, le chuteur. Oui, normalement, les chuteurs, ce sont des parachutistes, effectivement. Mais j'espère que quand les gens les verront arriver, ils leur diront vous tombez bien, quoi. Oui, voilà. Merci, monsieur l'adjoint. Merci. Voilà. Et puis la honte de Michael Youn. Il y a quelques années de cela, je faisais du théâtre classique. Là, en l'occurrence, c'était les trois sœurs de Tchekhov. Alors, oui, je faisais pas une des sœurs, hein, je faisais le... Vous avez trois? Non, je faisais Andrei, le frère. Et on avait créé en sortant du cours Florent des cours de théâtre, on avait créé une troupe. Et donc on était parti jouer les trois sœurs de Tchekhov. On avait réussi à avoir le théâtre des Jazets, qui est un beau théâtre, qui doit faire à peu près 1000 places. Voilà, on est quand même une 15, voire peut-être même 17 sur scène, hein, parce que c'est une pièce où il y a beaucoup il y a pas que les trois frères. Il y a beaucoup de rôles. Il y a les sœurs et donc le soir de la première, voilà, on est un petit peu anxieux, etc. Et on rentre sur scène et le metteur en scène nous annonce qu'il n'y a que 7 personnes dans la salle. Ah oui. Donc sur les 1000 places, il y avait 7 personnes. Donc nous étions à peu près 10 de plus sur scène. Vous connaissez la règle. Normalement, quand il y a moins de gens dans la salle que sur scène, on est en droit de ne pas jouer. Bon, on leur a quand même demandé leur avis. Les 7 qui étaient là étaient assez enthousiastes. Ils ont dit non, jouez, on est là, on est content. Et au moment des saluts, à la fin de la pièce, on rallume la salle, il n'y avait plus personne. C'est le pire qui puisse arriver. Hein. Alors, toujours dans la nuit des temps, Jean-Yann. Et Jean-Yann, à qui j'avais posé une question, je lui avais dit, savez-vous quelle est la profession la plus sujette aux épanchements de synovie? C'est les putes. Footballeurs? Les putes. Pourquoi? Parce que les épanchements de Synovie ou de n'importe qui, hein, je veux dire, l'épanchement, on va pas commencer non plus à faire du racisme avec ça. Parce que beaucoup de l'argent. Sous prétexte qu'un mec est Synovie, alors il a pas le droit à des épanchements. Hein, c'est ça. Cyclistes. Alors, combien tu prends? T'es pas Synovie, toi? Si. Alors, Tintin. Moi, je vais lancer le mouvement pour empêcher qu'on foute en l'air les pauvres malheureuses qui travaillent rue Saint-Denis et que les riverains veulent faire partir. Là, j'ai vu ça dans le journal. En arrivant. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire une petite main avec marqué « Touche pas à ma pute ».
Une histoire. Une histoire. Celle-là est un peu plus osée que toutes les autres, je le dis franchement. Bon, que les enfants sortent. Oui, que toutes les personnes mineures. Bien. Une jolie New-Yorkaise tombe en panne d'essence dans un territoire désertique du Texas. Heureusement pour elle, un Indien à cheval passe par là et lui propose aimablement de la déposer dans le village le plus proche. Le trajet se déroule sans encombre, si ce n'est que toutes les 5 minutes, l'Indien pousse un cri strident qui va faire écho sur les montagnes avoisinantes. Arrivé au village le plus proche, l'Indien dépose la jeune femme à la station-service, non sans pousser un dernier cri perçant. Mais qu'avez-vous fait à cet Indien pour qu'il soit aussi excité ? Demande le pompiste. Mais rien, répond la jeune femme, rien. J'étais tout simplement assise derrière lui, j'ai passé mes bras autour de lui, je me suis accroché au pommeau de la selle, je ne comprends pas, il a fait ça pendant tout le trajet. Et le pompiste de répondre d'un air là, ma petite dame, les Indiens, ils montent sans selle. Et tu racontes bien, Pierre. C'est le nouveau John Ford. C'est la poursuite infernale. Mais elle est très osée, hein. Très osée. Alors, une autre honte, alors là, il y en a des succulentes, des vraies hontes, des hontes qui vous poursuivent toute votre vie, celle de Michel Duchossois. C'était dans une petite ville de province que je ne citerai pas, s'il vous plaît, par égard aux gens charmants qui habitent là-bas. Et c'était sur un tournage de film, et il y avait beaucoup d'artistes de complément qui étaient prévus pour ce jour-là. Moi, j'étais un peu en avance, on devait venir me chercher à l'hôtel, et je prends mon café, puis tout d'un coup, je vois une vingtaine de personnes, hein, et je les vois tous sortir. Alors je dis, ça va être le quart. Donc je les suis. Et puis alors, il y en avait devant et derrière. Je me sentais un peu... Bon, je ne suis pas particulièrement connu, mais les gens me faisaient quand même un petit coup de tête, comme ça, un petit signe bonjour. Et puis donc, je ne regardais pas tellement l'endroit vers lequel on se dirigeait, mais tout d'un coup, je me suis trouvé en train de monter les marches d'une église. Alors, je les ai suivis, et là, j'ai vu, bien sûr, au milieu, j'ai vu un cercueil. Et puis, on a fermé les portes, et puis, on m'a placé, et on m'a placé assez bien, parce que sans doute que ce bedeau me connaissait ou m'avait vu, il m'avait vu à la radio, comme on dit. Et donc, j'assiste à toute la messe d'enterrement, avec des gens qui me regardaient, donc certains me reconnaissaient un petit peu, me faisaient un signe de tête, et comme il y avait des gens qui me faisaient un signe de tête, on dit, ça doit être un ami de la famille, ou bien alors le comédien qui connaissait cette personne. Et à la fin, à la sortie, je passe devant le cercueil, je fais avec le goupillon, et puis je vais pour sortir, et il y avait toute la famille en randonnion, comme ça, et là j'entends des « Oh c'est gentil d'être venu », alors j'ai ça. Mais le plus beau, ça a été une personne qui m'a dit « Il vous aimait beaucoup ». Elle est magnifique. C'est très magnifique. Super. Je vois du Duchossois. Oui. Superbe. C'est vrai qu'à ce moment-là, on est tenu par une espèce de respect humain. On peut rien dire. Vous ne pouvez pas dévoiler le poteau rose. T'imagines l'équipe qu'il cherche partout en plus. Celle de Louis Vell, elle est pas mal non plus, hein. C'était une signature, alors je situe, c'était à l'Hôtel de Ville de Paris, dans le cadre des signatures du Figaro. Il y avait, 150, 200 auteurs, etc. Nous sommes en train de signer, Frédéric est à ma gauche. Mon regard comme ça, tout d'un coup je m'arrête. À quelques distances, je vois un homme d'une laideur fantastique. Et je pense en moi-même, c'est pas juste d'avoir une tête comme ça. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas de chance. Frédéric, qu'est-ce que tu regardes? Je lui dis, écoute, regarde, là, il y a un monsieur qui vient vers nous, là. Tu as vu la tête qu'il a? Frédéric regarde, elle me dit, oh mon Dieu, c'est terrible, c'est pas juste, hein, chose là. Il y avait un monsieur qui était après Frédéric, qui dit, mais qu'est-ce que vous regardez comme ça? Alors on lui dit, il y a un monsieur qui vient là, il le regarde et dit, oh oui, ils l'ont pas loupé, hein. Et puis le monsieur s'avance, et il arrive devant moi. Ah, Monsieur Vell, que je vous fasse rire. Je vous en prie, cher monsieur. Figurez-vous que cet été en Suisse, on m'a pris pour vous.
Quel est l'instrument qui oppose la partie mâle à la partie femelle? C'est pas le pipeau et le triangle. Non, pas mal. On pourrait peut-être. C'est sur un instrument ou c'est un instrument? Ça constitue un instrument qui est donc en deux parties, la partie mâle, la partie femelle. C'est pas les castagnettes, la batterie. Les castagnettes. Ah, les castagnettes. Bonne réponse de Perroni. Ah, tu me brises des castagnettes, qui est une expression très connue en Bretagne. Bien sûr. Et puis, dans la nuit des temps, Gloria Lasso. Gloria Lasso était des nôtres un temps, et je veux dire que ses confidences étaient inimaginables, surtout lorsqu'elle évoquait sa brochette de mari. Oui, j'avais eu un mari qui se jetait sur un placard. Ah, c'est amusant, ça. Alors, c'est très amusant. Un jour, je lui ai enlevé le lit, il s'est cassé la gueule. C'est parce qu'il se jetait du placard que vous l'avez plaqué. Envoyez le coiffeur là que vous disiez là. Oui, le troisième. Le troisième. Eh bien, le troisième, et lui, le soir du mariage, là, enfin... Le soir des noces, quoi. Le soir des noces. Oui, c'est pas la même chose. Ah, rien du tout. Ah, oui. Oui, il était trop ému, dit-il. Eh ben oui, bien sûr. Oui, alors je dis, bon, ben... C'est pas le tout de très grimper, ému. il faut redescendre, hein. Alors, il était très ému, donc... Un coup de ciseau maladroit. Non. Ça doit être très humiliant pour un jeune marié. Ah oui, dites donc. Oui, c'était- alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Bah, comme l'éléphant. Vous donnez une seconde chance? Non, on attend. Un blâme? On attend. On attend. On attend 3 semaines. Ah bon? Oh là là. Ah oui, parce que c'était très émotionnant. Ah non, c'est pas émotionnant, on dit pas Oui. émouvant. Émouvant, oui. Il n'avait pas l'habitude, il était pédéraste. Ah oui, bien sûr. Alors il a Mais si vous- fallu. Bah, non, c'est pas Mais ça. il a qu'on réussi dit. à faire son Non, trou non, dans non, la vie. Attends, c'est pas ça qu'on dit, c'est pas ça qu'on me dit. Non. Mais vous n'aviez pas pris de renseignements? C'était homosexuel. Il en était tout retourné d'ailleurs. Quand il a vu ça, il a fait oh, araignée du matin, chagrin. Voilà. Ça, Vous c'est n'avez bien. eu qu'un homosexuel sur 7? 2. 2. Ah, C'est une bonne moyenne. 2 sur 7. Alors, Donc, la proportion dans le pays, à peu près. bah oui, c'est hein. même ça aux grosses têtes, alors vous cherchez la solution. Et alors l'autre, c'est-elle combien l'autre? Ah, l'autre, c'était. Ah, ben c'est le premier. Tu l'as vu à quoi qu'il était homo? Eh ben parce que ça lave plus blanc. Je ne peux pas. Je ne peux pas te dire ça, mon cher ami. Je ne peux pas te dire ça. Non, ça, je peux pas. Ça doit faire un choc, je peux pas dire un coup, mais quand on s'en aperçoit, hein, Oui, ça fait des chocs, oui. vous vous rendez compte? Ouais. 2 sur 7. Mais ça m'a pas. Non, ça m'a pas arrêté. Non, mais ça. Je suis. Comment on dit ça? Persévérante. 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 Toujours prête? Alors, quand elle était partie dans la confidence, ça allait loin. Oui, hein. elle était étonnante. Ah oui. Elle était très Je voudrais pas que nous nous quittions sans vous avoir fait entendre un autre grand moment de la nuit des temps qui avait associé Martin, Junio et Mourouzi. Et il s'agissait de commentaires sur les amours des héros de Dallas. Et l'autre, la transpire Hélène, elle est immonde. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Dallas, moi j'aime bien, moi. Là. Vous regardez aussi? Moi je voudrais faire la suite du film que je viens de faire, ça s'appelle Qui a tué JC. Vous regardez pas, vous, monsieur Junio Dallas? Non, j'ai des préoccupations beaucoup plus intellectuelles. Pourtant, il y a des épisodes intéressants. L'alcoolisme, l'adultère. Il y a tout. Une fois qu'on en a vu un, on a tout vu, quoi. Ah non. Il y a toujours des trucs. Ah ouais. Elle va avoir un enfant et l'enfant est leucémique dans le corps de la mère. Il le sait pas parce que le père buvait dans le temps en compagnie du grand-père qui lui-même s'était fait le cousin. Alors c'est magnifique. Ils sont méchants, ils sont Dallas, méchants. c'est formidable. Puis le type qui chante le générique, il est pas mal non plus en France. Mais l'orange, vous avez vu, c'est minable dans le fond. Après, franchement, c'est moins bien que les Demoiselles d'Avignon. Hein. Ah ouais. Puis ça, c'était bien de chez nous. Ils ont que des voitures allemandes, vous avez vu? Oui, mais ils ont des tailleurs juifs, ça compense. La dernière citation, nous la devons à M. Borin de Bougival, qui a dit « Quand on joue dans un western, on peut embrasser le cheval, mais pas l'actrice. » Gary Cooper. Gary Cooper. Ouais. Bonne réponse de Bernard Mabille. Je sais qu'il a embrassé. Bravo. Mais enfin, il faut être là, il faut être déjà de retour. Oui, racontez, cher Jean-Jacques Perroni, l'histoire du jour envoyée par Monsieur Van Overscheider de Reims.
Un Italien raconte à ses amis, hier soir, j'ai massé ma femme avec de l'huile aromatique, puis on a fait l'amour tellement intensément qu'elle a hurlé pendant 5 minutes. Le Français qui entend ça répond, ouais, pas mal, mais hier soir, moi aussi, j'ai massé ma femme avec du beurre aromatique, après on a fait l'amour tellement fort qu'elle a hurlé pendant 15 minutes. Le Belge intervient à son tour, moi je l'ai massé avec du chocolat. Ensuite, on a fait l'amour et elle a hurlé pendant 3 heures. Les 2 autres curieux et stupéfaits, mais comment t'as fait pour qu'elle hurle pendant 3 heures? J'ai essuyé mes mains sur les rideaux. Je recevrai prochainement Roger Dumas et Richard Boringer. Et aujourd'hui, eh bien, nous étions entre grosses têtes pour célébrer le 3e almanach des grosses têtes. Et ben, je n'ai pas besoin de vous en recommander la lecture. Je crois que vous avez compris que vous passerez un bon moment. Merci, bravo, à demain.